On va commencer par la visite de François Hollande dans le Nord pour présenter son plan de rénovation urbaine. Commençons avec cette petite séquence d'un chef de l'État plutôt chaleureusement accueilli. Regardez. Mais les gens là, ils vous voient tout le temps que nous non. Voilà, nous on est contents de vous voir. Voilà. Moi je suis de parterre. D'accord. Et on est fiers de ce que vous allez faire pour le quartier. Voilà, c'est votre quartier. Parce que c'est ce que personne ne veut vous dire, mais moi je vous le dis. Dites-le. Dites-le à la presse aussi. Hein, ils sont là. Mais vous l'attendez depuis tellement longtemps cette rénovation. Ouais, et surtout on voudrait bien avoir des maisons, c'est possible. Oui. C'est ça qui manque, c'est des maisons, des maisons individuelles. Surtout qu'il y a tout petit bout de jardin qu'on puisse faire des fleurs. Ah, surtout ça. Ah, ça, il y a C'est un rêve. Mais dans l'autre C'est un rêve. Et oui, c'est un rêve. François Hollande vend du rêve. Il y a de la lumière, il y a des étoiles dans les yeux de ces dames qui le reçoivent. Je ne fais pas d'ironie, hein, je pense sincèrement. Alors, évidemment, on va parler du fond de ce plan de rénovation urbaine, mais quand même, bon, sur la forme, sur le côté politique de ce déplacement, Thierry Solère, une réaction. Sur la forme, moi, j'aime pas quand je vois un président de la République qui est sifflé ou qui est malmené. Je trouve que ça n'importe rien. Donc, j'ai pas d'autres commentaires à faire. Après, vous dites, ils vendent du rêve, mais c'est exactement ça, Audrey Pulvar. Au fond, les réalités de la banlieue française, on le connaît, ça a été mal pensé, mal construit, et il y a eu un grand plan, qui était le plan Borloo, avec l'ANRU, l'Agence nationale de la rénovation urbaine, avec des milliards d'euros qui ont été mis. Et puis la vérité, il faut le dire, c'est que les crédits ont été gelés. Pas à Boulogne-sur-Seine, mais à Boulogne-Billancourt, l'autre Boulogne, chez moi, dans ma circonscription. Il y a un quartier qui est dans la zone ANRU, la cité du Pont-de-Sèvres. Bah, écoutez, les crédits, ils ont très largement disparu. Alors aujourd'hui, il arrive, il nous dit, sur les 10 prochaines années, on va mettre 5 milliards d'euros sur 10 ans, donc 500 millions d'euros par an, pour s'occuper de tous les quartiers qui restent. Bah, c'est déjà laissé les crédits qui étaient inscrits. C'est à peu près 500 quartiers, dont en fait 200 quartiers prioritaires, voilà. sur lesquels seront investis 4 milliards d'euros. Mais au fond, c'est beaucoup, pardon de le dire, parce que c'est la vérité de la communication, et c'est désespérant de continuer à faire de la politique comme ça, parfois à droite aussi. Voilà, on enlève des lignes de crédit, et puis après on arrive 6 mois après, on dit, vous savez quoi, on va mettre de l'argent dans le quartier, alors que l'argent il était inscrit, et on ne fait juste que de refaire une annonce qui avait déjà été faite auparavant. Ça veut dire que ce que vous dites à ces deux dames qui ont interpellé, enfin qui ont parlé, qui ont conversé avec le président de la République et qui disent on a cet espoir, et c'est un rêve pour nous, vous leur dites ce soir que leur espoir sera déçu? Non, je leur dis que dans une période où les déficits publics sont très lourds, moi je souhaite, gauche ou droite, en fonction des périodes, qu'on continue et qu'on garde les plans pluriannuels qui avaient été envisagés par Jean-Louis Borloo pour rénover nos quartiers, parce que c'est une priorité. Et quand vous voyez de nombreux quartiers dans des villes de gauche ou de droite, ça n'a rien à voir avec de la politique, qui sont refaits parce que c'était vraiment désespérant d'habiter là-bas, bah vous changez la qualité de vie, vous changez plein de choses, et c'est bien. Mais voilà, ne mentons pas aux Français en enlevant des lignes de crédit, en revenant à la mine en fleurs 2 ans après, en disant bah, vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle pour vous, aimez-moi parce que je vais mettre de l'argent dans votre quartier, alors que l'argent c'est lui qui l'a enlevé. Alors on n'est pas là pour se mentir. Je vais vous faire intervenir Sophie, mais juste sur la lecture de la communication politique de cette séquence, Claude, et après sur le fond. Je vous rejoins quelque part, parce qu'on sait que c'est quand même des sommes qui sont extrêmement modestes, hein, et on sait que 80% vont être mis simplement sur 4 milliards d'euros sur 10 ans 200 pour villes. 200 quartiers, oui, donc ça fait extrêmement faible. Alors il y a quand même 2 vertus. La première vertu, ça va améliorer par endroit le quotidien de beaucoup de personnes. La deuxième vertu, on est en période de crise, donc il y a un petit côté keynésien où on met de l'argent public dans de la rénovation. Il ne reste pas moins qu'il y a des limitations à tout ça. Et la première des limitations, c'est quand même assez extraordinaire qu'on n'arrive plus à penser aujourd'hui les banlieues dans le cadre de l'aménagement de la France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une chance extraordinaire qui s'appelle, on a des zones rurales qui sont totalement à l'abandon, qui sont des zones de ressources, et on ne s'appuie plus du tout sur cet atout français, avec une chose là, quand même, une petite remarque sur ce qu'ont dit les dames, parce qu'elles ont parlé, elles ont dit ça nous fait rêver, mais elles ne rêvaient pas parce que le président venait, elles rêvaient parce qu'elles parlaient de maisons individuelles, et qu'il y a un vrai sujet de verticalité et d'horizontalité. La verticalité crée de la ségrégation, l'horizontalité crée de la mixité, et que bien évidemment c'est vers l'horizontalité qu'il faut aller sur l'espace plutôt que vers la verticalité qu'on reproduit systématiquement et qui se fait au détriment de l'intégration. Mais l'horizontalité, c'est sur un territoire qui n'est pas extensible aussi, Sophie. Ce qui m'ennuie beaucoup, c'est que on peut parler des sommes qui sont données effectivement. D'abord, elles sont très injustement réparties. Il y a eu une étude extraordinaire de Christophe Guilly sur les fractures françaises, et elles sont non seulement
extrêmement mal réparti parce qu'il y a le 9-3, je crois qu'on a donné 20 000 euros par habitant contre à Verdun 600 euros par habitant, ce qui était extrêmement faible alors qu'il y a une pauvreté incroyable à Verdun. Donc d'abord, qu'est-ce que des villes pauvres? Comment on les définit? C'est pas évident. Et ensuite, l'argent c'est bien joli, on ne sait pas quoi en faire. On n'a pas trouvé. Et je pense qu'il faudrait mettre tous les chercheurs, tous les sociologues sur la façon dont on réhabilite une ville. Parce qu'elle était charmante, cette dame. Elle voulait un coin et elle voulait, on comprend très bien, tout le monde rêve d'un bout de jardin. Pourquoi pas? Mais vous voyez, c'est complètement... Ils ont décidé de mettre des sommes et il n'y a pas de vrai plan. Je suis d'accord d'ailleurs d'urbanisation en général, mais même il faut aller beaucoup plus loin parce qu'il faut intégrer les entreprises, il faut absolument intégrer des commerces, il faut faire revivre ces villes, il faut leur donner une autonomie. Et donc c'est un plan qui est bien au-delà de décider des crédits. C'est un plan d'urbanisme quand même, hein, qui ne concerne pas que de la rénovation de logements. L'État prévoit 240 000 créations d'emplois sur 10 ans. Enfin, moi, ça me fait toujours rêver quand je vois l'État qui prévoit 280 000 créations d'emplois. Ça me fait rêver. Christine Poupin, ça vous fait rêver aussi ou, il faut rentrer dans le détail du plan, parce que c'est vrai que c'est 5 milliards sur 10 ans, ce qui est du coup vraiment un effet d'annonce. Mais à l'intérieur de ces 5 milliards, en fait, il y a 2 milliards pour le logement, 2 milliards pour les services publics, ce qui est un petit peu contradictoire avec les politiques de destruction des services publics, précisément dans ces quartiers qui sont menés. Et je pense en particulier à des questions de l'éducation, avec la suppression d'un certain nombre de zones d'éducation prioritaires. Bon, donc on souffle là le chaud et le froid. Et il y a 1 milliard qui est consacré en fait à la destruction. Bon, et là on se retrouve dans une situation dans laquelle le renouvellement urbain correspond en fait à un renouvellement de population, puisque ceux en fait qui vont être chassés de ces logements qui sont détruits, qui sont parfois des logements en bon état, bon, ne sont pas ceux qui en bénéficieront par la suite. Et donc les plus pauvres sont rechassés à nouveau par une nouvelle périphérie de la périphérie. Donc c'est aussi quelque chose qui n'est pas du tout une solution. Donc il faut regarder pas seulement les montants, je suis d'accord, il faut regarder le contenu. Et dans le contenu, il y a aussi un contenu qui est un contenu de ségrégation des plus pauvres par rapport aux plus pauvres. Thierry Solaire, l'élu local. Oui, moi je vous dis, au fond... Il faut regarder la vérité en face. Moi, j'ai visité il y a 10 ans des zones de banlieue avant l'ANRU et après l'ANRU. Bah, voilà, ça change tout. C'est vrai que, je veux dire, dans les années 50, on n'a pas pensé à l'aménagement urbain d'une manière intelligente. Et on a créé des systèmes complètement concentrationnaires où il ne peut pas y avoir ni de création d'emplois, ni de perspective pour les habitants, parce qu'on fait sur des ensembles qui sont monstrueux, invivables, en plus qui ont très très mal vieilli. Donc, il y a de l'argent à mettre. Et la grande difficulté... Ça fait 25 ans qu'on dit ça. Je sais bien, mais ça fait pendant 20 ans. 5 ans, ça fait pas 10 ans. Non, je sais bien. Mais parce que pendant 10 ans ou 15 ans ou 20 ans, on a mis en place massivement au moment de la reconstruction des grandes zones. Ah bah c'est l'État. Oui, mais l'État, c'est ça le problème. L'État ne sait pas. Encore une fois, il est au bout et c'est pas une critique parce qu'on ne sait pas qui est l'État. Quand on a vu. Ah si, on sait bien. En 2005. Personnalisé. Je veux dire, c'est pas confié à quelqu'un. Quand il y a une mission de ce type, il faut vraiment un projet. Et là, c'est dilué. Borloo, c'était ça quand même. Borloo, c'était vraiment ça. Réussi. Et objectivement, moi, ce que je reproche à François Hollande, pardon, je sais que je suis de droite et qu'on va dire que c'est encore de la politique politicienne, mais c'est sincère. Je veux dire, Borloo, quand il fait son plan, il n'y a pas de dogmatisme d'idéologie. Il regarde la France telle qu'elle est. Il se dit pas, il y a des territoires de gauche, je vais plutôt investir dans les territoires de droite pour les faire basculer électoralement. C'est pas le sujet. Et massivement, on investit. Il fait un plan qui va durer 10 ans et on l'arrête net. Parce que je sais qu'il y a la crise, je sais bien qu'il y a des déficits publics. Mais on ne peut pas, gérer l'État comme ça. Il faut qu'on arrête de vouloir tout faire dans tous les sens, qu'on se mette l'État à des grandes priorités et qu'on s'y tienne une fois pour toutes de manière pluriannuelle. En 2005, au moment de ce qu'on a appelé les événements, les révoltes, les émeutes, enfin les violences dans les quartiers, les soulèvements, appelez-le comme vous voulez. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je me souviens d'un Jacques Chirac disant qu'il allait investir 100 milliards d'euros dans les quartiers pour améliorer leur situation. C'était en 2005, on est en 2014. Il y a certains de ces quartiers qui ont été les plus touchés justement par la révolte qui sont dans un état de décrépitude encore plus important aujourd'hui. Je sais, Audrey Pulvar, mais au fond, quand Jean-Louis Borloo fait ça, il est le ministre de Jacques Chirac. Oui, et je sais que c'est toujours lent et compagnie, mais moi, si je donne un crédit à Jacques Chirac... C'est à Jean-Louis Borloo que je le donne, mais c'est à Jacques Chirac à travers lui. C'est d'avoir fait un grand plan de rénovation des banlieues. Et, pardon, mais ça va prendre du temps. Et ce qui est dommage, c'est qu'on revienne et qu'on reparte à zéro, qu'on dise en permanence qu'on va tout changer, tout réinvestir. Voilà. Il y avait un plan de rénovation urbain dans les zones les plus difficiles de France. On l'a interrompu. Et aujourd'hui, alors que François Hollande, pendant 2 ans, il a eu une boussole. C'était l'inversion de la courbe du chômage. Il n'a plus qu'une seule boussole. C'est l'élection présidentielle. Et alors, un matin, c'est une annonce pour une catégorie. Puis aujourd'hui, c'est les gens qui habitent dans les... Ces promesses
est plus électorales, difficile. Claude Posternac, ça faisait partie des promesses Oui, électorales. là, je Hollande, pense, cette on rénovation ne peut pas dire qu'il y a une surpression, et malheureusement, il n'y a pas une surpression dans les quartiers défavorisés. Et ce serait une très bonne chose s'il y avait surpression. Il n'en reste pas moins que vous êtes dans une situation où ces quartiers règne un chômage énorme. Je vous rappelle simplement... Le quartier dans lequel François Hollande est allé, je vous interromps juste pour une précision, où François Hollande s'est rendu cet après-midi, c'est 42% de taux de chômage. Bon. Et si vous allez dans une ville comme Roubaix, qui a quand même été la ville de la laine, avec une bourgeoisie qui était extrêmement florissante, c'est 52% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc on est dans un système aujourd'hui qui est extrêmement paupérisé, avec des gens qui souffrent. Et je redis, il est tout à fait dommage, d'abord, qu'il y a personne en France aujourd'hui qui porte la lutte de l'aménagement du territoire. Ça avait été pendant longtemps, même sous des gens de droite, que ce soit Pasqua, Jean-François Poncet, étaient des leaders incontestés de ce combat. Aujourd'hui, il n'y a plus personne, ni à droite, ni à gauche, qui porte ce combat. Et je pense qu'une façon de résoudre cette crise, c'est de penser cet aménagement du territoire. Moi, je viens d'un milieu rural. J'ai vécu pendant 12 ans dans le Gers. Il y a des gisements d'emplois, en particulier dans l'agriculture. Vous allez aujourd'hui dans les vignes françaises, on ne trouve pas de personnes à engager, alors qu'il suffirait de faire des transferts, de permettre, à travers des baisses de charges sociales patronales, de permettre d'aspirer justement des gens qui sont dans les périphéries urbaines pour les ramener dans un cadre de vie qui soit déjà beaucoup plus agréable, plus vivable. Et on sait que la campagne française est un lieu d'intégration. Moi, le dimanche, je vais au foot. Et c'est un lieu désertifié. Je vais à Auch. Ils sont tous gascons. Le gars qui vient d'Espagne il y a 40 ans, d'Italie ou d'Algérie, on est tous gascons à un moment donné. Donc, il y a une façon d'intégrer et on pense pas, on pense... par le petit bout de la lorgnette. Il y a aussi un autre élément qui paraît superficiel et qui ne l'est pas, c'est l'esthétique. Et on sait que quand les choses sont belles, et malheureusement, parfois un peu plus cher d'ailleurs, mais quand les choses sont belles, elles sont beaucoup moins détruites. Il y a beaucoup moins d'agressivité. Et on a massacré la France. Il y a quelque chose de fondamental. Et c'est pas parce que c'est des banlieues, c'est pas parce que ce sont des gens pauvres qu'il faut faire du lait. Et ça, c'est terrible. Mais parfois, c'est un peu ce qui se passe. Mais bien sûr, mais parfois les choses sont belles, mais vieillissent mal, sont mal entretenues. Un mot, Christine. Non, mais il y a besoin de renouvellement, il y a besoin de rénovation, et il y a besoin, par exemple, il y aurait besoin d'un plan national d'isolation des logements. La question du logement est une question absolument décisive du point de vue de la question énergétique, donc de la question climatique. Donc là, il y a besoin de mettre beaucoup de moyens publics pour un vrai plan de rénovation des logements, mais qui s'accompagne d'une politique qui fasse en sorte que ce soit effectivement ceux qui habitent dans les logements qui sont les plus dégradés, les plus difficiles à chauffer, ceux qui font qu'à la fin, on se retrouve avec des difficultés pour payer sa facture d'électricité, parce qu'à un moment donné, on a fait le choix du nucléaire, on a fait le choix du tout électrique, et on a mis des chauffages électriques dans des appartements mal isolés qui font que les gens qui déjà n'ont pas de moyens se ruinent absolument en chauffage. Bon, donc il faut ce type de plan. Après, évidemment, la question centrale de l'ensemble de la société, c'est évidemment la question du chômage. Mais là, il faut le prendre, là encore, par le bon bout. Et si les baisses de charges, comme vous appelez ça, ce que j'appelle moi les baisses de cotisation, devait résoudre la question du chômage, ça fait belle lurette qu'elle serait résolue. Parce que vu l'ampleur des cadeaux fiscaux et sociaux qui sont faits, ça fait longtemps que ça devrait aller. Tout simplement des agriculteurs. Je savais qu'en employant le mot charge sociale, vous feriez réagir sur ce plateau, et pas forcément uniquement Christine Poupin. Écoutez ce que disait François Rebsamen, ministre du Travail, cet après-midi, avant les questions à l'Assemblée, concernant le recul de l'âge du départ à la retraite. Il répondait aux questions de nos confrères de France 3. S'il faut progressivement, c'est d'ailleurs prévu dans la loi Hérault, allonger la durée de cotisation, eh bien nous le ferons, puisqu'il est normal, je crois, que quand la durée de vie, l'espérance de vie s'allonge, on allonge proportionnellement les durées de cotisation. C'est la base. C'est normal. Si on vit plus longtemps, on travaille plus longtemps. Ça fait des années que le MEDEF nous le dit. Eh bien voilà, le MEDEF en arrivée, François Rebsamen pourrait le faire.
pas sûr, parce que cette déclaration, elle a évidemment provoqué des réactions très vives, y compris au sein du gouvernement, y compris à la tête du gouvernement, puisque Manuel Valls a écarté une telle possibilité. Et d'ailleurs, François Rebsamen, à l'issue de la séance de questions au gouvernement, a dû, revenir sur ses propos. Écoutez. La situation est préoccupante, ça relève des partenaires sociaux. Les partenaires sociaux s'en préoccupent, en sont conscients et doivent faire des propositions d'ici au plus tard le mois de juin 2015. Voilà ce qui est clair. Pour le reste, la loi, et je n'ai rien dit d'autre, la loi qui a été votée prévoit un allongement de la durée de cotisation jusqu'à 43 ans à l'horizon 2035 pour la génération qui est née en 1973. C'est tout. Je n'ai pas ajouté une nouvelle. J'ai dit la durée de cotisation s'allongera progressivement pour atteindre 43 ans à l'horizon 2035. Voilà exactement ce que j'ai dit. Voilà, Sophie de Menton. Avec François Rebsamen, l'espoir pour vous, ça dure à peine 1 heure. On est au stade où quand on parle avec un bon sens que tout le monde peut reconnaître, on appelle ça une bourde. Très bien. Alors, il est évident, il est mathématique, il n'y a pas une personne qui peut le nier. La durée de vie, on peut s'en réjouir, s'allonge en gros, on dit 3 mois par an. Donc déjà, si depuis des années, on avait rallongé de 1 mois par an le départ à la retraite, eh bien, on serait à peu près à l'équilibre aujourd'hui, à peu près. Donc, c'était les calculs qui ont été faits. Dites pas MEDEF, parce que quand on dit MEDEF, immédiatement, on va s'imaginer que c'est faux, tendancieux, non, pas etc. du tout. Non, mais quand même, vrai, ça fait partie des revendications du MEDEF, quand même. Revendication, c'est pas qu'on veuille faire bosser les gens plus longtemps, c'est pas une revendication. D'ailleurs, c'est pas ce qui se passe. Non, d'ailleurs, c'est pas ce qui se passe. Juste, ça fait diminuer les pensions. Non, mais là où vous avez raison, c'est qu'il y a suffisamment de gens seniors, entre guillemets, qui n'ont pas de travail pour qu'on le regrette infiniment. Mais il est mathématique, il est obligatoire et les partenaires sociaux sont bien obligés de faire des propositions. C'est eux qui s'y mettent. D'ailleurs, ça va être... Le gouvernement est content de se laver les mains, c'est Ponce Pilate. On va sortir quelque chose, le gouvernement dira non et on est reparti. Mais il faut sauver parce que je ne comprends pas qu'un gouvernement socialiste qui, par définition, est humaniste dans l'âme et aime les gens, accepte l'idée qu'on ne puisse pas payer les retraites des gens malheureux qui nous regardent. Parce que c'est ce qui va se passer. On ne pourra plus payer leur retraite. Alors, je veux dire que quand on est un gouvernement responsable, on ne peut pas accepter ça. C'est juste donc qu'il faut rallonger le temps de travail. La réaction de Christine Poupin. Parce qu'il y a une première chose qui n'est pas vraie, c'est que l'espérance de vie a arrêté d'augmenter. Et par ailleurs, l'espérance de vie, elle est extrêmement inégale. Et disparate. Selon les catégories sociales. Bon. Et puis, moi, je ne vois vraiment pas où serait le progrès de travailler plus longtemps. Pas le progrès, c'est pour payer votre retraite. Mais pour payer les retraites, moi, je vois où on peut prendre. Je vois où on peut chez prendre. les petits jeunes qui se mettent au travail. Non, pas chez les petits jeunes. Qui Écoutez, sur les bénéfices. Tous les gens qui gagnent plus de 2000. Non, on va rester au sein de l'entreprise. Ouais. D'accord ? Au sein de l'entreprise. Allez-y. Sur les bénéfices, il y avait, dans les années 80, ce n'était pas le socialisme dont moi je rêve, hein, il y avait à peu près 30% de ces bénéfices qui étaient versés en dividendes. Aujourd'hui, c'est 85%. Ça fait environ 100 milliards par an de plus qui vont dans la poche des actionnaires. Il y a largement de quoi payer les retraites, tranquille, et on peut même réduire le temps de travail. C'est bien que vous ayez raison. Temps, mais ça ne marche pas. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça marche pas ? Parce que le gouvernement n'a pas le courage de s'en prendre aux actionnaires. C'est tout. C'est la seule chose. Cette question-là, c'est strictement, uniquement une question de répartition des richesses et de répartition du temps de travail. Ce serait trop beau. C'est une question de répartition des richesses, point. Non. Le curseur s'est déplacé entre les salaires et les profits. Bon, autour de 170 milliards par an aujourd'hui. Enfin, si le partage était le même que ce qu'il était il y a 30 ans, ça ferait 170 milliards d'euros de plus par an du côté des salaires. Il y a largement de quoi payer des cotisations et de largement de quoi payer des retraites. Je vais compléter ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire sur les 20 dernières années, il y a 10% du PIB qui est passé de la poche des salariés à la poche des dividendes. C'est-à-dire qu'il y a 10% qui ont glissé, c'est-à-dire que les gens gagnent 10% de moins dans le PIB en termes de salaire et les dividendes ont augmenté 10%. Ça, c'est une réalité. Il n'en reste pas moins. Alors, je reviendrai quand même sur Rebsamen. Il est assez coutumier du fait. C'est-à-dire que Rebsamen a fait la même chose sur les seuils sociaux. Là, il fait sur la retraite. Donc, je ne pense pas que ça soit innocent.
Bien sûr que non. Bien évidemment, il est en train de tester et il teste systématiquement. Alors, on sait que le gouvernement s'appuie sur différents logiciels pour tester et donc Rebsamen a son utilité, parce que le reste de l'utilité du ministre du Travail est extrêmement limité. Donc il a son utilité à tester. Il n'en reste pas moins, et là il faut quand même... Vous n'êtes pas loin de le traiter d'idiot utile, là. Hein. Mais on n'est pas loin. La version polie de la chose. Bon, alors vous l'appelez... je vous laisse la responsabilité de vos paroles. Ma chère Audrey. Juste un mot, c'est quand même... Il n'en reste pas moins qu'en 1960, il y avait 4 salariés qui payaient un retraité. Aujourd'hui, on a 1,4 salariés pour un retraité, et demain, on va être à 1,2. Il y a quand même une réalité. Oui, mais un salarié produit 4 fois plus qu'en 1975, parce que la productivité du travail a augmenté. Il produit 5 fois plus qu'en 1960. Bon, alors, on est d'accord, mais pas dans tous les secteurs. Dans le privé, pas dans la fonction publique, malheureusement, aujourd'hui. Il faut se dire aussi... Mais la fonction publique, elle n'est pas faite pour ça. Elle n'est pas faite pour ça, mais bon, il y a quand même de la productivité. C'est-à-dire qu'il faut travailler. Les caisses de retraite sont déficitaires de plus en plus. Si on ne réforme pas, on n'arrivera plus à payer les retraites. Deuxièmement, moi, ce que je constate, c'est que les gens qui sont en retraite, pour l'immense majorité, ils ont des pensions de retraite qui sont faibles. Et je pense que ce qui serait intéressant, c'est quand on part en retraite, d'avoir une retraite un peu plus costaud. Et puis ce que je constate, c'est que les gens qui partent en retraite à l'âge légal, franchement, ils préféreraient travailler 2-3 ans de plus pour avoir une retraite un peu meilleure jusqu'à la fin de leur jour. Quand ce ne sont pas des gens qui sont au chômage. Je vous assure que là où je travaille, où les gens travaillent en 5-8, quand ils partent à la retraite, il est grand temps qu'ils partent à la retraite s'ils veulent en profiter un tout petit peu. Vous avez raison, c'est pas égal. On ne peut pas être. Il faut pas regarder. Non, mais moi, j'entends ça. Donc ça veut dire que la pénibilité a tout son sens. Mais moi, je pense que la pénibilité garde son sens. Moi, je ne participe pas de ce discours qui stigmatise en disant à l'époque il y avait le charbon pour les cheminots et qu'aujourd'hui c'est facile. C'est plus les cheminots qui sont dans les TGV qui sont dans la pénibilité, mais il y a plein de gens qui sont dans la pénibilité et ça garde tout son sens. Et sur le départ de l'âge de départ en retraite et sur l'indemnisation du travail, parce que c'est incroyable de voir des gens qui travaillent au 3-8 et qui sont payés au niveau où ils sont payés. Moi, je pense ça aussi. C'est pour ça que le MEDEF est maintenant vent debout contre la maigre semblant de concession qui avait été la négociation sur la pénibilité. Il faut arrêter d'opposer les gens les uns avec les autres, mais regardez aussi la vérité en face. Je veux dire, on mourrait à 70 ans en moyenne, même pas. Moi, j'en connais une qui est très applicable de pénibilité. On calcule par exemple le nombre d'années pendant lesquelles les gens ont travaillé en poste, comme c'est le cas de mes collègues, et on dit que, en gros, un trimestre pour une année, on fait un petit calcul, où on en revient à des choses qui avaient été gagnées par le rapport de force, c'est ce qu'il y a de pire. Moins 5 ans, qui était moins 5 ans. Ah bon, au moins vous êtes d'accord toutes les deux. Au moins vous êtes... Non, on va s'arrêter pour la pub. Et quand ils n'avaient vécu aucun Noël, ou un Noël sur 7 avec leurs enfants, pouvoir profiter de leur retraite et être encore en forme pour voir leurs petits-enfants, c'était drôlement bien. C'est pas du luxe. On a au moins mis Christine Poupin et Sophie de Menton d'accord sur le fait que les mesures sur la pénibilité actuelles ne sont pas les bonnes, mais qu'il faut réfléchir à d'autres mesures sur la pénibilité au travail. On parle des frais bancaires. Je vous le disais tout à l'heure, ce qui est bien avec nos banques, c'est que quand on paye encore. Avec cette enquête publiée par nos confrères des Échos, alors soyons justes, elle démontre cette enquête que les tarifs bancaires n'ont pas beaucoup augmenté, qu'ils restent relativement stables. Mais ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il y aura de nouveaux frais qui sont assez difficiles à détecter. Alors l'un des exemples les plus parlants, c'est celui de ce chèque que vous ne seriez, ce chéquier que vous n'iriez pas récupérer au guichet de votre banque si vous êtes client de la Caisse d'épargne Île-de-France et qui serait détruit au bout de 2 mois. Il vous en coûterait 7,50 €. Certains peuvent considérer que c'est une somme, d'autres que ça n'en est pas une, mais voilà, c'est un frais et ça fait partie des frais peut-être pas cachés, mais difficiles à détecter. Alors, Sophie, je vous sens un peu énervée là sur ce sujet. Vous n'êtes pas comme Michel Charasse qui à l'époque disait les banquiers, rendez-nous nos sous. Non, ça, c'est une vingtaine d'années. Les banques sont des entreprises. Des entreprises comme les autres. Elles sont dans un monde concurrentiel. C'est des entreprises de services. Et le service est d'ailleurs mal rémunéré en France. Et elles sont quand même très squeezées. Parce qu'elles ont eu des pressions, un encadrement comme on n'a jamais vu au niveau de l'Europe. Et on peut s'en réjouir. Parce que je veux dire que nos banques ont été très solides d'ailleurs, alors que d'autres ont été très gravement mises en danger. Elles ont une fiscalité inégalable.
Parce qu'il n'y a pas que nous qui subissons une fiscalité très forte, il n'y a pas que les particuliers et les entreprises. Les banques, c'est le cas. Et en particulier, là, lors des derniers accords où il y a eu effectivement au niveau de l'Europe, et c'est très bien, des garanties contre les risques systémiques. Par exemple, en Allemagne, dans les autres pays, il y avait ce risque systémique. En France, elles paient, on ne leur a pas levé, elles paient pour ce risque en France, elles paient au niveau de l'Europe, Elles sont etc. solides, elles résistent au stress test. Elles sont fiables, elles sont solides, elles sont très fiscalisées. Et elles rendent un véritable service. Et un service qui, alors par exemple, on a 38 000 agences bancaires en France. On est le pays du monde où il y a le plus d'agences. On a une proximité qu'on trouve nulle part ailleurs. Donc ce qui est juste un peu. Alors évidemment. Mais c'est ça le problème, Sophie, en vrai. Oui, c'est. Moi, j'ai regardé avec les agences. Juste... Le vrai problème des frais, pardon, t'as 32 secondes. Le vrai problème, c'est qu'on a 38 000 agences. En 20 ans, il y a 20 ans, il y avait des banques dans les villes. Oui. Mais il n'y avait pas dans les cœurs de ville, sur tous les pâtés de maison, des agences. Qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans? Explosion de l'immobilier. Qu'est-ce qui s'est passé pour les agences? Les loyers, ils ont augmenté. Et donc aujourd'hui, ils se retrouvent avec le coût du travail, comme pour toutes les entreprises, qui est compliqué, des loyers très très chers, les agences, elles ne sont pas rentables. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de mettre des frais dans tous les sens pour essayer de se refaire des marges. Voilà la vérité. Oui, mais bon, alors, la donne va changer, parce que d'abord, il y a le digital. C'est vrai. Donc, il y a un mouvement, au contraire, de fermeture aujourd'hui des agences. Mais tout ça, ça masque le vrai sujet. Le vrai sujet, c'est quand même le gouvernement socialiste, en particulier François Hollande, s'était engagé pendant la campagne à séparer la banque de dépôt de la banque d'affaires. Ça, c'était un vrai sujet. C'est un vrai sujet, ça n'a pas été fait. Et justement, le fait de ne pas être fait, ça permet de garder encore les Français en otage de la banque d'affaires. Et ça, c'est un vrai gros problème, parce qu'on peut dire que les tests par rapport au côté systémique des banques est plutôt positif. Oui, mais si on regarde un petit peu de plus près, pas sur toutes les banques, il y a certaines banques qui sont sous-capitalisées, et on le sait, et on ne va pas les nommer aujourd'hui, mais on sait qu'elles existent. Donc il faut recapitaliser, et c'est vrai que le gouvernement devrait être beaucoup plus sévère par rapport aux banques, devrait être plus sévère avec les banques, c'est-à-dire au lieu d'autoriser la distribution des dividendes, elle devrait demander à ces banques qu'on a aidées de faire remonter dans le haut de bilan les dividendes les dividendes vers la capitalisation. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi la taxe Tobin. Parce que tout ça est lié. On s'était engagé aussi à faire une taxe Tobin. Qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui on se retrouve sur les transactions financières. Et aujourd'hui, on se trouve dans une situation extrêmement surréaliste. Les Anglais font plus que nous, et les Allemands nous disent oui, il faut faire une taxe Tobin sur les actions et sur les produits dérivés. Et la France dit surtout pas sur les produits dérivés. Alors je rappelle quand même que les actions permettent aux entreprises de se développer, premier point. Deuxièmement, les actions permettent à certains petits retraités d'avoir un complément de revenus. Absolument. Et que la spéculation financière est sur les produits dérivés. Alors donc on va appeler un chat un chat. Aujourd'hui, le ministre des Finances, c'est pas M. Sapin, c'est M. Michel Pébreau. Il faut que les choses soient claires. C'est aujourd'hui la banque qui décide précisément de ce qui doit être fait, et qu'on est en train de parler de petites choses. Les banques sont bien dirigées en France, elles ont des actionnaires qui sont des actionnaires forts, et en particulier les mutuelles qui sont exemplaires dans notre pays. Il n'en reste pas moins que les décisions qui avaient été prises n'ont pas été prises. Juste par souci de précision, avant de vous donner la parole, Christine Poupin, parmi ce qui va augmenter en 2015, alors vous allez me dire que ça concerne peu de gens, mais les locations de coffre-fort, les frais de dossier de prêt immobilier, ça concerne déjà un peu plus de monde, les opérations réalisées à l'étranger, les frais annuels de gestion des successions, encore les commissions de placement financier, les cotisations sur les cartes bancaires haut de gamme. Bon, c'est quand même le haut du panier qui sera visé par les augmentations de frais. Christine Poupin. Oui, il y a une association de consommateurs qui a mis le doigt sur un autre cadeau très important qui a été fait au niveau de l'Union européenne aux banques, qui est le système CEPA, c'est-à-dire le système de règlement, qui sera en fait un système de règlement moins sécurisé pour aller très très vite. Alors les évaluations sont variables. Moi j'ai trouvé des chiffres entre 123 milliards et 300 milliards quand même d'argent en plus pour les banques. Ça a un autre avantage, c'est qu'à mon avis, ils arriveront quand même à faire payer leurs clients pour resécuriser une transaction qu'ils ont maintenant le droit de moins sécuriser. Donc ils gagnent au grattage. Ces piges gagnent et fassent super. Je partage les remarques sur la taxe Tobin. La taxe Tobin, c'est un peu comme le droit de vote pour les étrangers. C'est un truc, ça sert tout le temps. On peut le ressortir. Quand on ne sait plus quoi promettre, on peut revenir. Tout le monde trouve que c'est une excellente idée. C'est Jacques Chirac qui était à l'origine de ce projet.
Et lui, il y tenait beaucoup. Ouais, ça s'est pas vu Et tellement. il a mis en œuvre d'ailleurs avec Lula, la taxe sur les billets d'avion, c'est aussi United, Philippe Blasi qui gère ça, et ça marche très bien. Et ça permet de faire plein de choses, mais voilà. On aura cité Jacques Chirac 2 fois ce soir, c'est plus que depuis le début, on ne va pas se mentir, le 25 août dernier. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle quand même des déclarations de Ségolène Royal ce matin concernant le gel des tarifs des autoroutes qui devait augmenter de 0,57% en 2015. Elle réclame donc un gel des tarifs et n'écarte pas l'hypothèse d'une résiliation des contrats de cession. Je souhaite le gel des tarifs des autoroutes en 2015 parce qu'ils ont trop augmenté par rapport au coût de la vie et qu'il faut rendre aux automobilistes un peu de justice et d'équité tarifaire. C'est Madame Bonne Nouvelle. C'est la seule chose à faire. Écoutez, on les renationalise. Vous savez comment c'est financé les autoroutes? C'est financé par les retraites des Japonais, par les fonds du monde entier, et on ne respecte pas les contrats. On n'aura plus de financement. D'extrêmement intéressant. Et en plus, c'était une opération géniale, puisque quand ça a été privatisé, ça a dû rapporter quelque chose comme un petit peu moins de 15 milliards. Et dans le même temps, en fait, l'État s'est assis sur... à l'époque, on évaluait autour de 40 milliards de recettes. Ça a été beaucoup plus. Parce qu'en fait, il y a eu à peu près zéro contrôle sur les augmentations des tarifs de l'autoroute. Par ailleurs, tout ça ne résout pas un problème qui est un problème central, qui est le problème du transport et le problème de... Moi, cette affaire, pour moi, elle est effrayante parce que souvent, l'État montre déjà qu'il n'est pas bon gestionnaire de ses propres intérêts. Et quand il délègue au privé... On l'a vu avec EcoMove et on le revoit là. On a l'impression que les contrats sont complètement mal ficelés. Alors après, il y a plein d'amalgames qui sont faits. Par exemple, on sort les résultats, les bénéfices de l'année dernière ou cette année des sociétés d'autoroutes. Mais dans les contrats, les bénéfices, ils sont lissés. Donc au départ, ils sont très faibles et ils sont meilleurs sur la fin. Donc moi, ce que je veux, c'est avoir une vision panoramique. Donc on est en train de regarder ça. Moi, je crains que l'État, et ils avaient été nombreux à l'époque à critiquer ça quand ça avait été mis en œuvre, a mal négocié cette affaire avec les sociétés. C'est possible, mais on a un contrat et un contrat. Mais probablement. Claude Pasternak, le mot de la fin. C'est Villepin qui a cédé à vil prix les sociétés autoroutières. Je rappelle quand même. C'est une drôle d'idée. Je rappelle quand même que l'année dernière, les sociétés autoroutières ont distribué 12 milliards de... Grâce au quoi? 12 milliards de dividendes. 12 milliards de dividendes. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on sait, et je suis d'accord avec vous, que au fur et à mesure que les années vont passer, ils vont toucher de plus en plus parce que c'est amorti. Les travaux qui ont été faits par l'État à une époque sont totalement amortis. Donc il est complètement, là aussi, ubuesque de voir ce type de contrat et de penser que les sociétés d'autoroutes, alors que les bénéfices sont sur des marges autour de 30%, vous imaginez quelle société aujourd'hui sort des marges à 30%? Est-ce que c'est pas ubuesque de revenir sur des contrats en permanence? Attendez, il y a deux choses. Souhaite qu'on augmente de 15% les tarifs. C'est complètement délirant. Donc, il est tout à fait normal, à un moment donné, que lorsqu'un contrat a été mal ficelé, alors je ne dis pas que c'est les sociétés d'autoroutes qui sont responsables, ça a été mal ficelé, Ségolène Royal aujourd'hui met pression parce qu'elle est en pleine négo. Rendez-vous, on verra ce qui se passe, mais il n'y a aucune chance que, je veux dire, le coût de ça... Bien sûr que non, bien sûr que non. Merci à tous les quatre.